Les nuées ardentes. Le festival Les Nuées ardentes présente « Le robot est-il toujours notre esclave ?» avec Pascal Huguet, directeur du laboratoire de psychologie sociale et cognitive de l'Université Clermont-Auvergne, Thierry Château, expert en robotique, Christophe Gély, professeur de littérature, et Raphaël Gouisset, comédien. Prise de son, Francisque Brémond. Le regard est lourd, la mine sombre, l'heure historique. Le champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat singulier par une machine. Le robot est-il toujours notre esclave ? Une émission présentée par Benoît Bouscarel. Kasparov, l'ogre de Bakou, était pourtant certain de sortir victorieux de son duel. Mais l'intelligence de l'homme s'est inclinée face à la formidable puissance de calcul stockée dans l'ordinateur Deep Blue. Les robots pourraient-ils devenir officiellement, dans un avenir plus ou moins proche, les nouveaux meilleurs amis de l'homme, vraiment fidèles et tout à fait dociles, doués d'une autonomie suffisante, mais non envahissante. Puisqu'il semble temps, à la faveur des grands progrès technologiques faits ces dernières années, de réévaluer les liens qui nous unissent, nous, sapiens, aux robots ou aux intelligences artificielles, nous allons nous poser aujourd'hui quelques bonnes questions. Que pourrait-il y avoir derrière les parties d'échecs que nous perdrons à l'avenir face aux robots ? Les intelligences artificielles vont-elles dépasser un jour leur mission d'assistance aux humains ? Le robot restera-t-il toujours notre esclave ou est-il en train, de manière plus ou moins visible, de nous dépasser, voire de nous réduire nous-mêmes en esclavage ? On est déjà très loin des machines qui ont fait chuter l'ogre de Bakou, Garry Kasparov. L'archive qu'on a entendue il y a un instant date de 1997 et les progrès en matière de robotique et d'intelligence artificielle ont été impressionnants et sont de plus en plus rapides ces dernières années. Mais au-delà de ce que le commun des mortels fait de chair et d'os peut percevoir de ces progrès, où en sommes-nous de nos liens à ces créatures qui ne mangent plus de boulons au petit déjeuner depuis longtemps, mais qui se nourrissent de toujours plus de data, de données ? Bonjour Pascal Huguet. Bonjour. Vous êtes directeur du LabSco dont vous allez nous parler dans un instant. D'abord, vous me disiez en préparant cette émission qu'en matière de progrès robotique, vous aviez de plus en plus de mal à entendre parler de science-fiction. En ces temps incertains où les humains cherchent, semble-t-il, le monde de demain, est-ce que vous diriez, vous, Pascal Huguet, que les robots sont en train, eux, de s'en fabriquer un ? Oui, d'une certaine façon. Alors, il faut bien distinguer ce qui relève de la robotique industrielle, par exemple, et de la robotique sociale humanoïde. Robotique sociale qui est donc l'idée d'un robot qui a été construit à notre image et donc avec anthropomorphisé, avec une tête, des bras, des jambes, et avec lequel on peut engager une interaction sociale. Donc on va y revenir. Donc le laboratoire de psychologie sociale et cognitive s'intéresse à ces questions, a même ouvert une voie nouvelle dont on parlera en matière de robotique sociale humanoïde. C'est tout à fait intéressant. Nous en verrons les enjeux. La spécialité qui est la nôtre, c'est pas la robotique au départ, c'est l'étude des activités mentales, c'est-à-dire la perception, l'attention, la mémoire, le raisonnement, le langage et les bases cérébrales de ces fonctionnements-là, de ces activités-là, et également leur régulation, dans notre jargon, on appelle ça sous l'influence de l'environnement social, c'est-à-dire comment les contextes influencent nos activités mentales et in fine influencent nos comportements jusqu'à nos conduites sociales, etc. Ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, Pascal Huguet, c'est que quand on parle de robots, d'automatisme, alors effectivement, on va faire bien la distinction entre toutes les catégories que vous venez d'évoquer, mais on parle quand même de cognition. Et donc, ça dit énormément de nous quand on parle de ces robots. Oui, parce qu'en les construisant à notre image, alors ça c'est vrai pour toute la robotique sociale humanoïde, nous utilisons évidemment, c'est l'homme qui construit ça, l'homme qui construit à son image et qui essaie d'implémenter dans ses machines des activités dont il est lui-même capable. Alors le top du top, c'est la conscience, le raisonnement, la capacité à prendre des décisions de manière autonome. On n'en est pas du tout là. En tout cas, on n'en est pas à la conscience, ça c'est sûr. On n'en est pas à la conscience du tout. On a d'ailleurs beaucoup de mal à déterminer les conditions qui font in fine que, par exemple, répondre à la question de savoir comment la matière vivante
quelles sont les conditions à réunir pour que la matière vivante prenne conscience d'elle-même ? Quelles sont les conditions à réunir ? C'est une sacrée question. Chez l'homme, la conscience, on ne sait pas encore bien ce que c'est. On la assimile dans le langage ordinaire à l'attention. Sauf que la conscience n'est pas réductible à l'attention. Et qu'elle est au niveau cérébral assez mystérieuse, probablement distribuée, et que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore construit de robot humanoïde avec un cerveau. Bon, mais ça c'est l'ultime frontière, elle est probablement très très lointaine encore, voire peut-être impossible. On essaiera peut-être de toucher cette question à la fin de cette émission. Est-ce qu'on peut parler d'intelligence ? Dans quel domaine est-ce qu'on a fait le plus de progrès ces derniers temps, Pascal Huguet, avec les robots ? Avec les robots, dans le domaine de la robotique sociale humanoïde, c'est la capacité des robots à s'adapter aux gens avec lesquels ils interagissent. Évidemment, l'espoir, c'est que ces robots humanoïdes qui ont des capacités motrices de déplacement parfois impressionnantes. On a des secteurs de l'industrie qui ont mis beaucoup d'argent à ce sujet. Il ne faut surtout pas douter que les géants, les GAFA, etc., s'emparent de cette question, c'est déjà fait, et vont mettre beaucoup d'argent. Et l'idée, c'est que couplé à l'intelligence artificielle, on va non seulement fabriquer des machines qui ont des capacités motrices importantes, mais qui ont aussi une capacité d'interaction très importante et d'adaptation aux individus humains avec lesquels la machine interagit. On verra avec vous à quel point tout ça peut nous faire peur, en tout cas ce que ça provoque chez nous en termes de psychologie notamment. Également autour de cette table, Christophe Gély, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature à l'université Clermont-Auvergne, spécialisé dans la littérature britannique des 19e et 20e siècles. En quelque sorte, vous aussi, vous vous intéressez aux robots pour mieux comprendre des choses sur nous, sur l'humain ? Oui, alors moi j'ai un champ d'études qui correspond globalement donc à une période dans laquelle on a commencé à se poser vraiment des questions sur on va dire, alors plutôt que le robot, moi je dirais plutôt la construction d'un double. Vous avez parlé de miroir et effectivement c'est vraiment, je crois, ce qui est en cause ici. Et ce qui m'intéresse dans cet aspect culturel de la question du robot, c'est l'évolution que représente la représentation de ce double construit par l'homme pour lui-même et par lui-même. Et notamment, on peut remonter très loin, on ne va pas remonter jusque-là, mais ça commence déjà avec le mythe du golem, qui est un mythe juif, avec également le mythe de Pygmalion et Galatée, et ça arrive très vite au Frankenstein de Mary Shelley. Qui a 200 ans. Hein, qui a 200 ans, c'est 1818. Et on va se rendre compte très rapidement que finalement, si on prend un petit peu en compte l'évolution de cette production culturelle sur la question du double et du robot et du miroir, les questions que se pose la culture sur le rapport au double et le rapport au robot comme double, sont des questions qui relèvent d'une évolution presque de la conception de l'humain et qui remettent toujours en question cette idée de finalement qu'est-ce qui nous différencie de ce double-là. Oui, parce que quand Pascal Huguet disait tout à l'heure, on a construit le robot à notre image, alors si on prend les exemples que vous venez de citer, le golem, le docteur Frankenstein et sa créature, l'image que l'homme a de lui-même, elle n'a pas toujours été très belle, finalement. Hein, non, effectivement. Et ça évolue peut-être, mais... Quand on prend l'exemple de Frankenstein, et effectivement, ce qui est déjà en question, donc en 1818, c'est la question de l'empathie et de la manière dont, finalement, la façon dont une créature est dotée d'empathie le rend humain. Et c'est la même question qui est évidemment reposée tout au long du XXe et maintenant du XXIe siècle. Si on voit l'évolution de cette question dans les productions culturelles relativement récentes, et je pense que c'est une question très particulière qui a été reposée à travers la suite qui a été faite par Denis Villeneuve du Blade Runner de Ridley Scott en 82. Cette question est transposée au rapport non plus entre l'humain et sa copie, c'est-à-dire entre l'humain et le répliquant, mais plutôt entre la copie et l'intelligence artificielle, puisque ce que le film de Denis Villeneuve met en scène, c'est cette question de savoir si finalement un autre rapport gémellaire, un autre rapport de copie, de double, serait possible non pas entre le robot et l'homme, mais entre l'intelligence artificielle et une intelligence réelle, enfin en tout cas incarnée, qui serait celle presque d'un robot. Et on voit à quel point les choses évoluent. Vous avez travaillé sur le cinéma également, qui est un de vos champs de recherche. Un film particulièrement vous a intéressé. Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system.
OS 1. Would you like your OS to have a male or female voice? Female, I guess. Please wait as your individualized operating system is initiated. Hello, I'm here. Oh, hi. Hi. How you doing? I'm well. Oh, what do I call you? Do you have a name? Yes. Samantha. Le moment de la rencontre entre Samantha, voix issue d'une intelligence artificielle, et Théodore, personnage solitaire, incarné par Joaquin Phoenix dans le film Her de Spike Jonze. Film pour vous très important, Christophe Gély. Oui, alors ce qui est très intéressant dans le film de Jones, c'est qu'il pose au moins deux questions essentielles par rapport au rapport à l'intelligence artificielle. La première question, c'est évidemment la question de l'engagement affectif. Alors moi, qui ne suis pas psychologue, On peut rappeler peut-être le pitch du film. Le pitch du film très rapidement, c'est un homme qui tombe amoureux d'un programme informatique, d'un logiciel qui est censé être là pour lui faciliter la vie et donc avec qui il va construire une relation virtuelle qui va prendre le pas sur la relation réelle, sur son rapport au réel. Et donc, les deux questions qui sont posées, c'est premièrement, je crois, la question de l'engagement affectif, c'est-à-dire la manière dont il devient très délicat de vivre, pour ce personnage, il devient très délicat de vivre en dehors de cet engagement avec l'intelligence artificielle. Et finalement, ce que ça provoque chez lui, et c'est là où peut-être culturellement, on a des choses peut-être à voir qui ont évolué relativement récemment, et notamment parce que cet engagement avec... là, je fais un anglicisme, mais en tout cas, cet engagement affectif avec l'intelligence artificielle le coupe du monde réel. Et la deuxième question, c'est ce que le cinéma peut faire et peut dire de ce rapport avec le virtuel qui, d'une certaine manière, va phagocyter le rapport au cinéma réel. Alors, je prends un exemple très, 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 très court pour vous donner une idée de ce dont le film parle. Il y a une très courte scène de sexe dans le film, qui est une scène qui est une impossibilité, puisque c'est un homme qui est amoureux d'un être qui n'est pas incarné. Donc c'est une scène qui se déroule dans le noir. C'est une sorte d'absurdité cinématographique qui montre bien que là, on touche un impossible où clairement le rapport avec l'intelligence artificielle désincarnée vient redistribuer des questions que l'on pose sur l'humanité, ce qui définit l'humanité en termes physiques. Alors vous posez aussi la question, Christophe Gély, de la relation entre le robot physique, sa peau de robot, là, et la question de son intelligence, ou en tout cas de l'intelligence artificielle. Autour de cette table, nous avons aussi Thierry Château qui va nous éclairer sur ces questions-là. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur en robotique et en intelligence artificielle au sein de l'ICIT à l'université Clermont-Auvergne. De quoi on parle quand on parle de robotique et d'intelligence artificielle? Est-ce qu'on peut mettre un signe égal entre ces deux concepts? Est-ce qu'il y a des différences qu'il faudrait poser là maintenant dès le début de cette émission pour qu'on y voit plus clair? Alors la robotique va concerner essentiellement la partie mécanique, on va dire, des robots, et puis ce qu'on ne peut pas appeler une intelligence, mais une programmation relativement simple, tandis que la partie intelligence artificielle va être capable de traiter des tâches beaucoup plus complexes. On parle d'intelligence, mais on est plutôt dans de l'imitation, surtout sur les derniers travaux qu'on entend parler par rapport à ça. Aujourd'hui, le robot, il est constitué de trois choses. La première, c'est sa perception, les yeux, ce qu'il entend, ce qu'il voit. C'est le système de capteurs et de traitement de signal. Oui, ces systèmes de capteurs, ils évoluent techniquement assez régulièrement, mais il n'y a pas de bond technologique énorme sur ces aspects-là. La deuxième chose, je dirais, c'est ses capacités de mouvement, donc d'action, qu'on va trouver et qu'on voit très bien aussi à travers le cinéma. Par exemple, dans Star Wars, vous avez des robots qui finalement ont des difficultés de se mouvoir dans Star Wars. Par contre, l'intelligence de ces robots est énorme et on voit toute la différence un peu là au niveau de Star Wars et au niveau de ce qu'on voit en réalité, où on est un peu dans les cas contraires, comme on le disait tout à l'heure, comme disait Pascal Huguet tout à l'heure. Il
y a eu des gros progrès au niveau des capacités de mouvement des robots qui ont été faits. Il y a maintenant des choses formidables qui sont faites. Boston Dynamics en est aussi avec des vidéos très impressionnantes. Avec des vidéos très impressionnantes. Par contre, on se rend compte que l'intelligence qui va derrière ne suit pas encore pour l'instant, même s'il y a d'énormes progrès autour de ça. Même s'il y a une forme d'intelligence quand même pour adapter des mouvements à un environnement toujours plus compliqué. Ils sortent leurs robots quand on voit les vidéos que Boston Dynamics publie très régulièrement dans des situations toujours plus diverses et variées. Et puis, ils arrivent à s'en sortir quand même. Il y a une forme d'intelligence quand même là, dans l'adaptation à l'environnement, même physique. Alors, c'est plus une forme de physique que d'intelligence. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tout ce qu'on trouve sur les robots, que ce soit dans les industries ou les robots de Boston Dynamics, c'est essentiellement basé sur des calculs très poussés de physique qu'on ne fait pas nous quand on bouge des membres ou pour rester en équilibre dans notre tête. Nous, l'intelligence qui est mise en place pour rester en équilibre, c'est une intelligence humaine. Pour l'instant, on n'a pas cette imitation-là au niveau des machines pour rester en place ou pour se déplacer. On fait appel à des calculs physiques, des lois qu'on maîtrise tout à fait, et il n'y a pas encore ce passage vers de l'intelligence. Alors la troisième partie constitutive du robot, du coup, c'est ça, c'est l'intelligence. Alors, on va mettre des guillemets autour de ce terme, évidemment, pendant toute l'émission. On définira ça tout à l'heure avec Pascal Huguet aussi, mais c'est là qu'on a fait le plus de progrès, Thierry Château, ces dernières années, dans ce qui correspond au système cognitif de la machine. Et exactement. Il y a de nombreux progrès qui ont été faits sur cette intelligence. On appelle ça de manière un peu galvaudée, mais bon. Au niveau de la perception, tout d'abord, donc être capable d'extraire des informations avec des sémantiques élevées à partir de capteurs comme des images. On a commencé à analyser les images par exemple, prenez une image d'un enfant sur la plage qui lance un objet à un chien. Donc la première chose qu'on a fait, c'était d'analyser un peu les différents objets. On a détecté qu'il y avait un enfant, enfin une personne, puis un enfant. On a détecté qu'il y avait un chien. La phase suivante, c'est d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans cette scène-là. Donc aujourd'hui, on arrive à faire comprendre aux machines que finalement l'enfant est en train d'envoyer un objet au chien. Et donc on est en train de progresser vers la sémantique qu'on peut associer à cette analyse-là. Et les plus gros progrès, ils sont faits là. Ils sont faits au niveau de l'analyse de la perception. Une fois que cette perception est analysée, il y a toute une phase de décision derrière. Qu'est-ce que le robot fait devant une scène bien particulière? Et cette phase de décision, on est en train d'avancer sur ce sujet-là, mais les plus gros progrès, pour résumer, sont vraiment au niveau de la perception. On va dire, à défaut d'intelligence, qu'en tout cas, il est doté maintenant peut-être d'une meilleure compréhension, le robot, dans son acception large, de son environnement. On peut tout à fait comme ça. Un détail près que cette compréhension reste quand même très limitée à ce qu'on va apprendre. Ouais. La notion de généralisation, telle que nous on la perçoit en tant qu'humain, elle est vraiment pas encore au sein de l'intelligence artificielle. Alors on verra après dans la suite de cette émission quelles applications on peut imaginer, quelles applications on voit déjà avec tout ce que vous venez de dire, Thierry Château. Un robot, ça peut prendre des formes très différentes, on le sait bien, et ça peut même faire du théâtre. Figurez-vous, nous sommes au téléphone avec Raphaël Gouisset, comédien et metteur en scène, membre du collectif Les Particules à Lyon. Bonjour Raphaël Gouisset. Bonjour. Vous avez eu l'idée dans votre spectacle robot de donner un rôle à un robot. D'abord, peut-être, première question, comment pouvez-vous nous assurer, puisqu'on ne vous voit pas, que vous êtes bien Raphaël Gouisset, bien un humain, et que vous n'avez pas été remplacé justement par le robot que vous faites jouer sur scène? Ah, c'est une très bonne question. Ça va être difficile pour moi de vous fournir une véritable preuve. Il va falloir me faire confiance. C'est déjà un signe que vous n'êtes peut-être pas un robot. Quelles étaient vos idées quand vous avez monté cette pièce, Raphaël Gouisset? Alors, on en est venu à créer cette pièce qui s'appelle tout bêtement Robot, avec un ami qui s'appelle, et qui est aussi comédien, qui s'appelle Aurélien Serre, simplement parce qu'on était fascinés par les robots de science-fiction. On avait ce petit côté un peu geek et adolescent qui nous attirait. Et puis en se penchant en fait sur la robotique en général, on s'est aperçu que les thèmes étaient bien plus vastes que créer de simples combats de robots. Alors on est parti sur un spectacle
qui voulait interroger un petit peu les questions sociétales que pose la robotique. Qui sont nombreuses et que vous faites d'ailleurs poser à votre robot. Ce que vous faites vous aussi, c'est que finalement vous parlez de nous, Raphaël Gousset, sur vos planches. Le robot n'est peut-être finalement qu'un prétexte pour parler de choses humaines. Exactement. Alors donc nous, artistes de théâtre, on s'empare du thème de la robotique et on se rend compte que ça pose des questions dans tous les domaines, en fait, et des questions, comme il a été dit déjà au début, sur les rapports humains. Et donc, on a décidé d'amener un petit robot sur nous, sur scène, avec nous, et de lui faire poser des questions, de lui faire trier quelques questions, et ces questions, on y répondait sur scène sous la forme d'une conférence spectacle. Donc, en quelque sorte, c'était aussi pour nous l'idée d'amener, de faire décider à une machine la manière dont des humains vont parler de la machine. Voilà. Et puis pour faire un espèce de petit parallèle aussi entre la programmation du comédien dans un spectacle, parce qu'un spectacle ça a besoin d'être répété, d'être programmé, et puis la programmation du robot. Et dans ce spectacle, l'idée c'était de rester un petit peu sur la ligne de crête entre qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui est pas prévu, et puis de s'emparer de ces thèmes-là de la robotique. Voilà. Nos invités autour de la table sont tout à fait intéressés et boivent vos propos, Raphaël Gousset. Vous auriez bien aimé, c'est ce que vous me disiez en préparant cette émission, donner un peu plus d'autonomie au robot. Malheureusement, il y a des limites. Vous avez touché peut-être un des plafonds de verre qui est encore très présent dans le monde de la robotique et de l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait, parce que je suis pas roboticien du tout, mais j'ai l'impression que programmer un robot pour qu'il soit complètement autonome dans un environnement humain, on en est encore assez loin. Et puis plafond de verre aussi sur ce que amène, sur l'essence même du théâtre, c'est-à-dire on avait besoin quand même d'avoir un spectacle qui a un début, qui a une fin, même si on s'est donné des moments de flottement par rapport à l'enchaînement des questions que décidait le robot dans le spectacle. On pouvait pas être en complète, laisser une complète autonomie, même dans notre dramaturgie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Mais c'est extrêmement intéressant parce qu'autant votre robot a des limites, autant l'humain, quand il est sur une scène de théâtre, sur les planches, il a un texte aussi à suivre quand même. Christophe Gély, comment vous réagissez à ce que vous entendez? Parce que l'humain qui est sur ces tréteaux-là, il va suivre son texte. Il n'est pas non plus en autonomie totale. Oui, alors moi, ce qui me semble vraiment intéressant dans ce qui a été dit là, c'est la question d'une problématisation de l'expérience humaine face au robot. C'est-à-dire comment on va réagir et effectivement comment ce type de réaction va apparaître comme une manifestation finalement du fait que, effectivement, le robot est un accessoire, le robot est une aide, un assistant, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'on est rentré, je crois, dans une période où il s'agit de questionner ce que, alors pas forcément les robots nous font, mais ce que nous faisons avec les robots et ce que l'interaction homme-robot produit comme modification dans les comportements humains. Alors là, je vais revenir simplement sur ce dont on parlait avant l'enregistrement. On parlait des possibilités d'utiliser des robots dans l'assistance aux malades atteints de la maladie d'Alzheimer. Et il se trouve que ce type d'utilisation des robots a été étudié notamment par une auteure américaine qui s'appelle Sherry Turkle, qui a publié au début des années 2010 un ouvrage qui s'appelle Seul ensemble. Et alors l'ouvrage Seul ensemble montre un certain nombre de situations où précisément l'assistance par la robotique produit chez l'humain des réactions qui ne sont pas forcément aussi exemptes, on va dire, d'aspects problématiques. Et notamment, elle parlait de cette question de l'assistance médicale, et notamment de l'assistance médicale qui peut se transformer chez certains individus en une recherche d'assistance
affective, ce qui faisait dire à un des interviewés dont elle avait consigné les propos dans son ouvrage, qu'un robot, c'était non seulement, comme elle le disait en anglais, better than nothing, but better than anything. Non seulement c'est mieux que rien, mais c'est quand même beaucoup mieux que quelque relation humaine que ce soit. Donc je crois que c'est ce type de problématique qui est encore vraiment au cœur là, au XXIe siècle de notre rapport avec la machine. Pascal Huguet, sur ce point, et notamment sur ce que vient de dire Christophe Gély par rapport à la maladie d'Alzheimer et l'accompagnement des malades d'Alzheimer, comment est-ce que vous voyez, vous, les choses et comment est-ce que vous étudiez ce rapport ? Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde un robot, finalement ? C'est ça ? Alors, sur le volet des applications, elles sont potentiellement assez nombreuses. Là, spécifiquement sur la question de la maladie d'Alzheimer, on sait que malheureusement, lorsque le diagnostic est posé et que ces gens-là, on le sait, vont décliner, parfois très vite, d'autres plus lentement, le personnel soignant s'épuise souvent à entretenir une relation dont il sait en même temps qu'elle va se dégrader. Ça, c'est contre la problématique même du soin. Habituellement, on donne du soin et on rétablit les fonctions. Là, on sait que c'est à perte. Malheureusement, c'est irréversible. Lorsque un diagnostic était posé avec un faux positif, ça existe dans la maladie d'Alzheimer aux étapes précoces et on l'a regardé. Donc, on s'épuise. Si l'humain s'épuise, l'idée de remplacer l'humain par un robot humanoïde qui serait capable d'interagir et reposer 10 fois la même question, solliciter, etc., c'est pas complètement idiot, surtout si on programme un questionnement qui ne met pas la personne, le patient ou la patiente, assez souvent c'est une patiente, en difficulté, puisqu'il n'y a rien de pire par rapport à un patient d'Alzheimer de lui demander de se souvenir de quelque chose. Évidemment, il ne faut pas avoir cette exigence-là, parce qu'il ne se souvient pas, mais il est capable, pendant encore un petit moment, de ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire porter un jugement sur ce qui vient de se produire, sur ses capacités propres, parfois tout à fait au début. Et là, les mettre en danger, c'est absolument terrible. Et les familles peuvent faire ça pour chercher de la stimulation, etc. Bon, le robot, lui, il peut avoir une compétence de cette nature et solliciter autant de fois que nécessaire. Et en même temps, il peut avoir une autre compétence, c'est que ce robot qui vient d'interagir avec la personne Alzheimer, il est aussitôt oublié dans la tête du patient dès que le patient passe à autre chose. Il n'existe plus. C'est de l'empathie maximale, mais ce qui est intéressant, c'est que là, on n'a pas besoin pour le robot de capacités cognitives extraordinairement importantes. C'est de la répétition. Beaucoup de répétitions, voilà, exactement. On peut implémenter ça de manière pas trop problématique. Et puis, je disais, il a une deuxième compétence, c'est la possibilité de, lorsqu'il reconnaît le patient qui passe ou la patiente qui passe, la solliciter à nouveau pour l'occuper. Et quand on occupe cette personne-là, on libère le personnel soignant, on évite que le personnel soignant s'épuise à son tour. Et quelque part, on n'en est pas là encore. Il y a beaucoup de travaux à faire sur cette question-là, mais il y a des pistes qui méritent exploration, à la condition évidemment de prendre beaucoup de précautions. On est en train de parler de patients, d'humains en train de se dégrader, etc. Donc on pourrait en parler très longtemps. Il y a des aspects éthiques lourds derrière tout ça. Ceci près que on fait tous les jours des diagnostics où l'on annonce la maladie de l'Alzheimer alors qu'on sait qu'on n'a pas de traitement. Donc d'un point de vue éthique, on peut discuter aussi. Better than anything. Probablement. Quelles sont les autres applications ? On va voir ça avec vous. Pascal Huguet, d'abord, qu'est-ce qu'on voit quand on voit un robot aujourd'hui ? Alors, de manière assez large, c'est une question assez large. Mais... Oui, pour répondre à cette question, je vais faire une toute petite digression, si vous me le permettez. On a parlé tout à l'heure de la question de l'intelligence, qui est assez fondamentale, elle est centrale dans ce débat. Sur les capacités motrices, on pourrait parler d'intelligence motrice, puisque tout dépend de la manière dont on définit l'intelligence finalement. Si l'intelligence, on la réduit à une capacité d'adaptation à l'environnement, alors on a une forme d'intelligence motrice qui est parfois même très développée quand on voit ce dont sont capables les robots construits par Boston Dynamics.
on est vraiment très très impressionné. On pensait pas que les choses iraient aussi vite. Donc quand on met les moyens, quand on crée l'infrastructure, l'écosystème de recherche qui va bien, qu'on injecte beaucoup d'argent dans cette histoire-là, on peut vraiment fabriquer des robots dont l'humain peut constater tous les jours les compétences ou l'intelligence motrice. Donc ça me fait peur, par exemple. Voilà. J'ai peur quand je vois des chiens, les derniers là, des chiens qui dansent. Je trouve que c'est absolument terrifiant parce qu'on a l'impression que ce sont des futurs militaires. Oui, absolument. Futurs robots tueurs. Oui, tout à fait. Alors évidemment, les applications par l'armée, notamment par l'armée américaine, puisque si beaucoup d'argent a été mis dans la robotique, c'est aussi une robotique alors qui n'est pas nécessairement humanoïde, mais qui va permettre de porter des charges sur des terrains compliqués, boueux, etc., glissants, et qui va permettre d'économiser les troupes. Mais on a aussi les robots d'1m70, 1m80. Voilà, celui qui est parti dans l'espace avec Soyuz, je crois, il y a 2 ans, il faisait 160 kg, 1m80. Un bon rugbyman qu'on envoie dans l'espace. Et on parlait d'intelligence motrice. Il y a sans doute un peu de communication de la part des Russes sur cette technologie, mais en même temps, ils n'ont pas investi tout à fait pour rien, puisque l'idée, c'est de permettre à ce robot de prendre des risques que l'humain ne prendra pas. Par conséquent, par exemple, sortir dans l'espace, c'est toujours hyper dangereux, hyper complexe. Et l'idée, c'est que si on perd la machine, on se mord un peu les doigts parce qu'on perd beaucoup d'argent, mais on ne perd pas l'humain. Et cette machine, elle sait faire quoi ? Par téléopération, c'est-à-dire que l'humain, y compris au sol, guide le robot. Bien, le robot sera capable d'aller avec un tournevis réparer tel et tel défaut technique sur les équipements. C'est pas rien. Et la téléopération, on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais c'est vraiment quelque chose de très très important parce que à travers la téléopération, c'est-à-dire la prise de contrôle de la machine totale par l'humain qui va donc diriger tous les mouvements du robot et faire exactement ce que lui ferait s'il était lui-même en situation. Mais là, c'est plus un robot. C'est un robot. Si, c'est un robot. C'est un robot télécommandé d'une certaine façon. On dit téléopéré, qui va pouvoir faire des choses relativement complexes, s'il a ce qu'on appelle des degrés de liberté très, très importants en motricité, et qui va pouvoir prendre ces risques dont on parlait. Donc, Fedor, le dernier qui est parti avec Soyuz, a été précédé d'autres robots. C'est pas la première fois qu'on en voit. Je peux vous garantir que même en termes de communication et d'affichage, on n'a pas besoin de ça pour briller. Tout le monde ne va pas dans l'espace. Donc, entre le robot Persévérance qui tourne sur Mars et puis des robots humanoïdes, on voit se dessiner à travers la robotique, y compris la robotique humanoïde, des possibilités d'action qui sont résolues par la robotique. On n'en serait pas là sans les roboticiens. C'est absolument considérable, les progrès qui sont faits. Et alors, il faut savoir, vraiment, ça c'est très 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 important, c'est qu'on peut toujours se dire que les robots ont des limites. Ça c'est clair. Ils ont beaucoup plus de limites cognitives qu'ils n'ont de limites motrices. On en est là. Mais il ne faut pas perdre de vue que parce qu'ils ont la forme humaine, quand ils sont humanoïdes, puisqu'ils ont la forme humaine, le cerveau humain projette sur la machine beaucoup plus de capacités qu'il n'en a réellement. Et l'aventure commence là. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où je projette des intentions, où je dote la machine d'intentions, d'états mentaux ? Donc ça, c'est un vrai truc. C'est-à-dire que le cerveau sait détecter, par exemple, le mouvement mécanique du mouvement biologique. C'est-à-dire que si le mouvement mécanique n'est pas biologiquement plausible, il ne fait pas les mêmes hypothèses. Ce cerveau, ça va très vite. On se demande même si ça passe dans le champ de la conscience. Mais c'est peut-être inscrit en nous depuis longtemps. C'est inscrit en nous depuis longtemps. Probablement. Voilà. Précisez cette question-là. Oui, alors, ces mouvements biologiques. Alors, ces mouvements biologiques, il y a un intérêt à ce que cette intelligence motrice dont on parlait tout à l'heure se rapproche des mouvements biologiques. Par exemple, au Japon, l'équivalent des télécommunications, l'industrie des télécommunications au Japon a mis énormément d'argent pour faire en sorte que les mouvements des yeux, les mouvements de la bouche soient biologiquement plausibles. Parce qu'on sait qu'à partir du moment où les mouvements faciaux sont biologiquement plausibles, on sollicite la machine cérébrale beaucoup mieux pour engager l'interaction sociale.
Et demain, on peut avoir des machines qui font aussi de la congruence émotionnelle, c'est-à-dire qui sont capables de s'adapter aux émotions des interacteurs, des gens qui interagissent avec la machine. C'est-à-dire que, on le sait depuis très très longtemps, quand on va pas bien, quand on est un peu dépressif, on n'a pas envie, les gens heureux ne nous rendent pas heureux. On n'a pas envie d'interagir avec eux, on a envie de partager plutôt cet état émotionnel. Tristes. Voilà, de même que quand on est très heureux, on n'a pas envie de passer beaucoup de temps avec les gens qui sont au fond du seau. Eh bien, le robot a cette capacité, aura très vite cette capacité, et je parle de demain, de congruence émotionnelle, qui fait que on a envie de continuer l'interaction, parce que le robot a changé de ton. Le robot a une prosodie, c'est-à-dire la petite mélodie de la voix, qui fait que d'emblée, on a envie de lui parler, de lui faire confiance. La thématique de la confiance est très importante, ça a été dit tout à l'heure, effectivement. Ouais. Ça paraît assez incroyable. On vient de parler de Terminator un peu là, non, Christophe Gély, quand vous entendiez ce que vient de dire Pascal Huguet. Oui, c'est ce robot qui prend forme humaine, qui prend la voix aussi des humains, et puis qui, pour le coup, n'est qu'un robot. Je crois qu'effectivement, moi je pense notamment à ce que vous avez parlé, quand vous avez parlé de congruence, moi je pense notamment à la notion de vallée de l'étrange, qui est vraiment une notion qui a été proposée par un roboticien japonais qui définit cette relation de défiance et d'attirance envers le robot, puisque c'est un être à mi-chemin entre l'humain, entre l'animé et l'inanimé, entre l'humain et le non-humain. Et je crois que encore une fois, on va pas revenir encore au mythe littéraire complètement, mais ça vient de très loin, ça. C'est-à-dire que ça vient très largement d'un rapport défamiliarisé au réel, c'est-à-dire la manière dont on peut voir dans le réel ce qui nous touche et ce qui se détache de notre humanité, et la façon dont ce rapport au réel peut être problématisé comme étant purement artificiel ou relevant de l'humain. Alors, un exemple très, très simple, c'est ce que Freud avait appelé, pour ça que j'essaie de revenir un petit peu au passé littéraire, ce que Freud avait appelé l'inquiétante étrangeté, l'unheimlich, c'est la manière dont, précisément, le rapport au réel est enrichi de cette dimension inquiétante qui n'est pas intégrée par le sujet directement et qui produit une sorte de double fond de la réalité dans lequel se cache un mystère qui est perçu par le sujet. C'est très largement ce qui, je crois, est en jeu dans le rapport à l'intelligence artificielle, dans le rapport au robot, dans le rapport à l'androïde. Sauf que, bien évidemment, ce rapport d'inquiétante étrangeté, il évolue au fil du temps. Et notamment, il évolue, comme je le disais tout à l'heure, vers ce rapport à l'intelligence artificielle qui, plus que le robot aujourd'hui, va poser cette question-là. Et ça va très vite. Est-ce qu'on pourrait poser la question en se demandant si l'homo sapiens a un problème d'habituation, c'est-à-dire qu'on a connu la révolution cognitive, on a connu la révolution agricole, on a connu la révolution industrielle, là, la révolution numérique, robotique, je ne sais pas si on peut la décrire comme ça, mais elle va très très vite et on est comme le lapin dans les phares d'une voiture, finalement. Les yeux pris dans les phares d'une voiture, c'est ce que je veux dire. Oui, alors encore une fois, je crois qu'il s'agit effectivement de voir à la fois un phénomène de continuité dans cette confrontation artificielle. Ça a toujours existé. C'est ce que disent des théoriciens comme Thierry Hockey, par exemple, qui disent globalement, le robot, c'est un outil. C'est un accessoire comme l'humain, on a toujours créé. Et au-delà de cette problématique de la continuité, il y a également une problématique de rupture, au sens où, clairement, la question, encore une fois, de l'engagement affectif et la manière dont, pour reprendre la thématique générale, le robot est notre esclave, la manière dont l'engagement affectif avec le robot va remplacer un engagement avec le réel, cette question-là, pour moi, je crois qu'elle est posée de façon relativement contemporaine et de façon relativement neuve aujourd'hui, parce que précisément, on est passé, on va dire, d'une approche mécaniste, un peu machinique, qui était celle du 19e siècle, qui était celle de la copie, celle du double, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais avec un robot qui me ressemble et que j'ai construit pour qu'il me ressemble, à une autre question qui est qu'est-ce que nous faisons d'un robot qui est construit pour nous remplacer. Et effectivement, ça change tout, parce que ça pose une question ontologique autour de l'humain, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que, précisément, pour reprendre la question du rapport thérapeutique, qu'est-ce qui fait
que un robot me remplaçant me questionne dans mon rapport à mon semblable, ce qui est une question qui n'existait pas tant qu'on restait sur cette approche, on va dire accessoiriste, machinique du robot. Première question, dans notre société actuelle, ne sommes-nous pas déjà tous des robots ? La robotique peut-elle être un remède à la solitude ? Un robot peut-il être con ? Est-ce que la guerre contre les robots est inévitable ? Extrait du spectacle Robot d'Aurélien Serre et de Raphaël Gouisset, qui est notre invité aujourd'hui. Raphaël Gouisset, comment réagissent vos spectateurs quand vous présentez sur scène à côté de votre comparse humain, puisque c'est une pièce robot, une conférence pour 2 humains et un robot. Comment est-ce que, quand vous présentez votre robot, les spectateurs réagissent ? Ce robot, on le présente en 2 temps au début du spectacle, c'est-à-dire qu'au début, donc juste pour que vos auditrices et vos auditeurs s'imaginent un peu le truc, c'est un petit robot, c'est à peu près la taille d'un petit guéridon, c'est ce qu'on appelle un turtlebot, c'est monté sur une base de robot aspirateur, et on a mis un ordinateur dessus sur lequel on peut faire apparaître un visage. Voilà. Et quand on présente ce robot, dans la scène introductive, on le présente visage éteint, c'est-à-dire avec les lignes de code qui tournent, en leur expliquant, voici, ça c'est un turtlebot, c'est un robot. Notre conférence spectacle va tourner autour de la robotique, etc. Et puis, très vite, on allume le visage. Et là, d'un seul coup, les spectateurs voient apparaître un personnage, d'une certaine manière. Et c'est assez intéressant parce que avec un petit claquement de doigts, ils ont oublié qu'ils avaient juste un ordinateur, une machine devant eux, et d'un seul coup, ça prend, ils anthropomorphisent du coup la chose, puisqu'il va apparaître 2 yeux, une bouche et puis des cheveux, quoi. Voilà. Après, dans le spectacle, nous on avait soin, parce que c'est le parti pris qu'on avait décidé, c'est-à-dire de toujours aller titiller la question de l'anthropomorphisme chez le spectateur. Donc, de les faire osciller entre une certaine empathie qu'il pouvait avoir sur le robot parce qu'il avait tel rôle dans telle scène ou tel autre, et puis un certain désintérêt parce que d'un seul coup, on le représente encore une fois comme une simple machine. Vous parliez de téléopération. Nous, dans notre cas, c'était ça. C'est-à-dire que le robot était en grande partie téléopéré depuis la régie par une autre comédienne, Marion Le Chevalier. Donc là, on était dans le cadre de la marionnette, d'une certaine manière. Voilà, donc les spectateurs, une forme d'empathie, et en même temps, on prenait soin, justement parce que c'était notre intérêt dans le spectacle, pour toujours avoir une certaine tension, de les faire revenir sur Terre, en fait, d'une certaine manière, en représentant le robot comme un simple outil, quoi. Un simple outil pour nous, pour notre démonstration. Un simple aspirateur. Un simple aspirateur, oui. Adapté. Il a des grandes répliques, le robot, je dois nettoyer ici. Ouais. C'est extrêmement intéressant ce que vous nous racontez. Alors, Thierry Château, quand on parle de robots, on parle depuis quand même pas mal de temps, alors c'est de moins en moins vrai, mais de marionnettes finalement. À partir de quand est-ce qu'on va pouvoir enfin oublier ce terme ? Vous évoquez l'horizon 2050 comme étant un horizon communément admis, visiblement, pour passer d'un stade à un autre dans le domaine de la robotique et ou de l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Pour bien comprendre un peu ces choses-là, je vais revenir un tout petit peu sur la manière dont on programme cette intelligence artificielle. Les techniques qui sont utilisées aujourd'hui sont des techniques qu'on appelle d'apprentissage machine. Et dans la notion d'apprentissage, il y a vraiment une notion de montrer des choses à la machine et de la faire imiter une tâche bien particulière. Alors historiquement, c'est des techniques qui sont en place depuis un certain temps. Et puis en 2010-2012, on a vu arriver 3 choses qui ont fait que ces choses-là ont vraiment explosé. La première chose, c'est les puissances de calcul des ordinateurs qui étaient capables de traiter des données de plus en plus grosses. Donc ça, c'est utile, hein. C'est le cerveau, c'est les neurones qui sont dans ce cerveau-là, et puis on peut en mettre de plus en plus, et ça va de plus en plus vite.
La deuxième chose, c'est la connaissance, c'est des bases de données. Par exemple, des bases d'images. Dans les années 2010, il y a eu des compétitions entre les chercheurs en vision par ordinateur où vous aviez des millions d'images. Chaque image était annotée. Une annotation, c'est ce qui figure sur l'image. Un chat, si c'est un chat, quelle est la catégorie de ce chat ? Un bateau, un avion, on avait 1000 catégories. Et la troisième chose, je dirais, c'est un peu un déclencheur. Et ce déclencheur, il est arrivé en 2012. Donc, ces compétitions qui étaient faites par les équipes de chercheurs, où d'année en année, les performances du meilleur battaient l'année précédente d'1 ou 2% en termes de taux de reconnaissance de ce qu'il y avait dans l'image. Et puis en 2012, on a vu un nouveau modèle arriver. Alors, ce n'était pas un nouveau modèle, c'est quelque chose qui existait depuis longtemps, mais le fait que ce modèle-là soit couplé avec une grande capacité de calcul en a fait quelque chose de beaucoup plus performant. Et ce nouveau modèle a battu l'année précédente de pratiquement 10%. Donc là, il y a une vraie focalisation, c'est ce fameux élément déclencheur qui a fait que énormément de chercheurs se sont penchés là-dessus, y compris les GAFA, comme on l'a dit tout à l'heure. Et dans ces modèles-là, en fait, c'est des modèles relativement simples, mais qui sont mis les uns derrière les autres, d'où la notion de profond dans l'apprentissage. L'apprentissage profond, voilà, le deep learning. L'apprentissage profond qu'on appelle deep learning, c'est qu'on met des couches de neurones les unes derrière les autres et on crée des choses de moins en moins linéaires, de plus en plus complexes. Donc on apprend des modèles de plus en plus complexes avec des millions de paramètres. C'est-à-dire que le problème d'apprentissage, c'est être capable d'estimer 1 million, 2 millions, 200 millions de paramètres pour reconnaître un visage, par exemple. Et donc on a entraîné les machines en montrant des images et en disant à la machine, voilà, quelle est la classe de cette image ? La machine disait, c'est un chat. Oui, c'est un chat. C'est un chien. Non, c'est un chat. Donc, tu t'es trompé. Donc, essaie de modifier un petit peu tes paramètres de telle manière que si je te remontre cette image dans quelques temps, tu dises que c'est un chat. Et donc, ça se fait des millions de fois sur des millions d'images. Et en fait, on apprend comme on apprendrait à un enfant de détecter une chaise, on apprend une machine. La différence, c'est que l'enfant, quand on lui a montré 3 chaises, il comprend que la 4e est une chaise aussi. L'intelligence artificielle telle qu'on la concevait à cette époque-là, il faut lui montrer des millions d'images pour qu'elle comprenne ces choses-là. Donc il y a déjà une vraie différence conceptuelle au niveau de l'apprentissage. On va aller maintenant, donc pour en revenir à la question du début, on va aller maintenant vers des méthodes qui sont dites non supervisées, c'est-à-dire que les images qu'on va montrer à la machine sont des images pour lesquelles on n'aura pas la vraie valeur de ce qu'il y a dedans. On ne saura pas que c'est un chien. L'enfant, quand il découvre son environnement, on ne lui dit pas c'est une chaise, il le découvre par lui-même. Toutes ces choses-là sont faites de manière non supervisée. Donc on va vers des choses non supervisées aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser des quantités de données encore plus grosses. Parce que quand il faut annoter 1 million d'images, il faut qu'il y ait une personne derrière chaque image qui dise c'est un chien, c'est un chat. Donc ce sera de l'apprentissage en autonomie ? C'est ça la frontière là, vers laquelle on se dirige ? On se dirige vers de l'apprentissage donc en autonomie, donc non supervisé. Et c'est la mise en œuvre et l'étude de ces méthodes-là qui vont permettre de passer un cran au-dessus. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui va permettre d'aller vers de l'intelligence un peu généralisée, donc on disait 2050, c'est le fait d'être capable d'intégrer des notions complètement différentes dans la tâche que l'on veut faire au robot. Par exemple, nous, quand on apprend à conduire, on fait 20 heures de conduite et on sait conduire. Aujourd'hui, les machines qui apprennent à conduire, on sait conduire, je vois mon voisin qui sourit un peu. Ça dépend, voilà, des fois on a besoin d'un peu plus. On nous lâche. Je vous garantis que si vous apprenez un ordinateur 20 heures avec une image et à tourner le volant, au bout de 20 heures, il va aller tout droit. Donc aujourd'hui, c'est les ordinateurs, les machines qui apprennent un peu à piloter avec des techniques assez proches des images qui rentrent et puis on tourne le volant en sortie. C'est des milliers d'heures d'apprentissage qu'il faut. Et derrière, vous leur avez montré tout un tas de choses, mais qui ne correspondent pas à la variabilité de tous les cas de figure qui peuvent arriver. Et la notion de généralisation, elle est complexe. Pourquoi ? Parce que vous lui avez montré des images d'une tâche très spécifique qu'est la conduite, et la machine a uniquement appris ça. Vous, quand vous apprenez à conduire, vous avez appris pendant les 18 premières années, si vous apprenez à 18 ans, toute la physique de l'environnement,
vous étiez resté assis dans une voiture pendant un certain temps à côté d'un conducteur, même si vous n'étiez pas attentif, vous avez emmagasiné un certain nombre de règles. Oui, on a des notions, par exemple, des phénomènes d'inertie qui viennent naturellement sans forcément poser des mots dessus. Mais toutes les forces physiques, toute la physique du monde dans lequel on est, vous l'avez déjà perçu, donc vous êtes capable de l'utiliser, de transférer cette connaissance vers une tâche qui est l'apprentissage de la conduite. Le robot, quand vous lui apprenez à conduire, on part d'une mémoire vive et on lui apprend cette tâche très particulière. C'est aussi pour ça qu'il n'est pas capable de généraliser des situations inconnues, parce qu'il n'est pas capable de se rattacher à des tâches annexes qui lui permettraient de comprendre pourquoi il y a quelque chose qu'on ne lui a pas appris ici et en quoi ça pourrait être quelque chose dont il a besoin. Et puis alors il y a des questions évidemment qui sont très compliquées à poser à un ordinateur, notamment dans le cadre de la voiture autonome. Est-ce qu'il vaut mieux se déporter pour éviter un groupe de piétons qui traverse inopinément pour rentrer dans l'arbre en face, et alors est-ce qu'il vaut mieux choisir les deux humains qui sont à gauche ou la poussette qui est à droite comme trajectoire, quoi. Enfin, tout à fait. Là on est vraiment dans quelque chose qui est extrêmement intéressant, parce que ce sont des choix qu'il va falloir programmer dans le robot. Là, on rentre un peu dans de l'éthique quelque part, mais on sort un peu de tout ça, tout à fait. Et c'est assez compliqué parce que je cite par exemple un exemple. Vous êtes dans votre voiture, vous avez toute votre famille avec vous, et puis vous arrivez dans une situation où vous allez devoir faire un freinage d'urgence ou déporter votre véhicule parce que il y a clairement des personnes qui traversent et vous savez que vous allez soit pas pouvoir les éviter, soit aller dans le mur. Vous allez avoir une action réflexe, parce que c'est quelque chose qui va survenir très vite. Je parle sous contrôle de mon collègue. Vous allez avoir une action réflexe, mais cette action réflexe, c'est vous qui allez l'avoir. C'est vous qui allez la supporter. Maintenant, si vous êtes dans une voiture autonome, la voiture autonome va avoir tout sauf une action réflexe. Cette chose-là va être programmée. C'est-à-dire que logiquement, vous avez, peut-être pas dans le milieu d'utilisation, mais vous avez accès à la décision que va prendre la voiture autonome. Et vous allez confier cette décision, vous allez être quand même propriétaire du véhicule, vous allez confier cette décision à la voiture autonome qui, quelque part, va tuer des gens peut-être. Donc, de quelle manière vous allez pouvoir intégrer ça derrière et comment vous allez pouvoir vous adapter à ces choses-là. C'est des questions importantes. On délègue ce choix au GAFA, quoi, en gros. C'est ça qui se passe dans ces cas-là. On l'accepte, ce choix. Ouais. Pascal Huguet. Oui, alors c'est la problématique des dilemmes moraux. On a tout ça et on ne fait que commencer à percevoir ça. Des problèmes sont des problèmes assez costauds. J'aimerais revenir sur la robotique humanoïde en tant que telle. On a beaucoup parlé jusqu'ici des fonctionnalités qu'on essaie d'implémenter dans la machine pour qu'elle nous ressemble, qu'elle soit capable d'un grand nombre de choses, y compris au niveau cognitif, la prise de décision, etc. Et on disait tout à l'heure, on a une dissociation assez forte entre ce dont la machine est capable à l'heure d'aujourd'hui et ce que l'humain projette de ses capacités. Et c'est intéressant parce que, et c'est ce qu'on a regardé au LabSco, parce qu'à partir du moment où on part du principe que l'humain projette beaucoup plus de choses que ce dont est capable la machine, il n'est pas exclu qu'on ait des conséquences fortes sur les comportements de l'humain par rapport à la machine, puisque lui, il est dans cette projection. On appelle l'anthropomorphisation psychologique. Le robot a des intentions. Il a même une personnalité. Bon. On a regardé tout ça. Et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui des évidences expérimentales. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a ouvert cette nouvelle branche de robotique sociale avec des papiers dans les plus grandes revues d'emblée. On a des évidences expérimentales d'une modification très importante de nos fonctions cognitives lorsqu'on fait ces projections sur la machine. Par exemple, en présence d'un robot humanoïde auquel j'attribue telle ou telle intention, je vais avoir, sans même en avoir conscience, des niveaux d'attention sélective qui ne sont pas les mêmes. Ce que je n'arrive pas à faire tout seul, je vais pouvoir le faire en présence du robot humanoïde à partir du moment où je lui prête telle ou telle intention. C'est quand même assez curieux. Ce sont des phénomènes de présence. Les phénomènes de présence humaine, on les connaît depuis longtemps. On sait que classiquement, la présence humaine a tendance à faire qu'on fait encore mieux ce qu'on sait déjà très bien faire tout seul, et moins bien ce qu'on a déjà du mal à faire tout seul. Donc sur les tâches complexes, ça va moins bien. On est ralenti, on fait plus d'erreurs en présence humaine. Alors si cette présence humaine est évaluative, on augmente encore la difficulté. On est en train de regarder ça avec le Gypsalab à Grenoble, avec le robot Nina. Que se passe-t-il quand Nina est capable, en apparence, de nous évaluer ?
Et on voit des effets importants sur les fonctionnements cognitifs. Donc ça, c'est pas rien. Là, la prochaine étape, c'est de dire, mais finalement, comme on n'est pas sûr que tout ça passe par le champ de la conscience, allons directement dans le dur. Le dur, c'est la machine cérébrale. La machine cérébrale, on peut la caractériser aussi par les ondes qu'on est capable d'enregistrer par EEG, donc l'électroencéphalographie. Qu'est-ce qu'on cherche ? On sait que, par exemple, que lorsqu'on fait une tâche et qu'on produit une erreur, avant même d'avoir conscience de cette erreur, à environ 100 à 150 millisecondes, 1/10 d'une seconde, le cerveau la détecte et envoie une onde. Ça part du cortex singulaire antérieur. On ne sait pas encore où va l'onde. On ne sait pas comment elle se propage. Mais on en connaît à peu près la source. Et ça va très vite. Donc 150 millisecondes, on est infraconscient. Hein. Bon, ça se produit dans notre corps. Oui, on n'y est pas encore, quoi. On ne le sait pas. Et la question, c'est, est-ce qu'on peut, avec la présence robotique, auquel on attribue des intentions, des états mentaux, etc., faire en sorte que cette erreur qu'on vient de produire, le cerveau non seulement détecte l'erreur, mais produise une onde d'amplitude encore plus grande parce qu'on vient de produire cette erreur en présence d'un robot qui nous regarde. C'est pas la même chose que de faire une erreur seule ou de la faire en présence d'autrui. Ça, on le sait, hein, on l'intuite dans la vie quotidienne, on l'a regardé en psychologie expérimentale. C'est très important. Mais en présence d'un robot humanoïde, bon, finalement, le robot humanoïde a cette capacité à agir, y compris sur ce qui se passe au niveau cérébral, sans que nous en ayons conscience. Donc, c'est pour ça que il est très important de continuer à penser la robotique sociale en termes de développement des capacités dont on équipe les machines, en termes peut-être demain, allons-y, lâchons-nous, de raisonnement, de prise de décision. Mais de faire aussi le symétrique, c'est-à-dire de voir comment ce robot humanoïde agit sur nos propres fonctionnements cognitifs. Ce sont ces fonctionnements cognitifs humains qui ont permis de construire des robots à notre image, et en même temps, il est urgent de comprendre quelle est en retour l'influence, c'est un problème d'influence réciproque, l'influence de ces robots humanoïdes sur nos fonctions cognitives. Et j'en viens maintenant, pour terminer, très rapidement à la question de l'investissement affectif. Elle est très importante. Tout ce qui a été dit tout à l'heure est très important. Il y a du transfert là. Voilà. La machine cérébrale, elle projette vite des intentions. Vous le savez, hein, vous prenez une feuille blanche, vous dessinez 2 points, vous faites un petit smiley. Voilà, ça commence là. On anthropomorphise très vite des signaux. Alors avec le robot humanoïde, ça va encore très vite. Donc, on a cette capacité à anthropomorphiser et en même temps, on a une capacité d'attachement. C'est-à-dire que ce robot, couplé à l'intelligence artificielle demain, je pense notamment à cette start-up russe qui s'est installée dans la Silicon Valley et qui a fabriqué un agent conversationnel qui va pomper votre autobiographie. C'est-à-dire que tous les jours, vous lui racontez des choses sur votre histoire. Tout est enregistré. La machine devient capable de vous... Là, c'est pas le robot humanoïde encore. Mais la machine devient capable de vous poser des questions de plus en plus pertinentes. Et puis, c'est la machine qui, finalement, vous pose la question... que même votre meilleur ami ne peut pas vous poser parce qu'il a sa propre vie, il a oublié des trucs, et puis vous rentrez à la maison, vous posez les clés sur la table, et le robot vous dit, alors, ça s'est bien passé ? C'était mieux que la dernière fois ? Et parce qu'il est rentré dans votre intimité, la machine a une capacité à fabriquer de la pertinence conversationnelle. Et cette pertinence conversationnelle crée de l'attachement. Et cet attachement, lorsqu'il est encapsulé autobiographiquement, c'est-à-dire qu'il concerne votre propre histoire, hein, il faut savoir que la mémoire, elle contient beaucoup de choses, mais la mémoire en référence à soi est la plus grosse partie de la mémoire. Quand on prend celle-là, on perd même la capacité de raisonnement logique. Hein, donc ça, c'est très intéressant. Et là, on joue avec cette start-up justement sur la capacité de la machine à s'approprier votre histoire, à vous poser les bonnes questions, etc. Maintenant, imaginez le robot social, humanoïde, capable d'interaction avec vous, qui vous rend des services puisqu'il sera capable de porter des charges, par exemple, mais qui est capable aussi de vous interroger au fond et de vous poser des questions que même votre meilleur ami a oublié de vous poser, parce que le meilleur ami, il a des tas de choses à penser. La machine, elle, va être... voilà. Si tout ça est en lien avec les big data dans un cadre politique un peu compliqué, vous voyez où je veux en venir, hein, Pascal Huguet, mais c'est une question que je vais poser aussi à Christophe Gély. Tout ça va poser des questions à la fois politiques, éthiques, extrêmement importantes. On est là dans une sorte de science-fiction absolument effroyable, possiblement, Christophe Gély.
Oui, alors moi je pense, notamment autour de cette question là, de l'investissement affectif et de retour, qu'il ne faut pas perdre de vue que tout ça reste également déterminé par une relation à sens unique. C'est-à-dire que, vous savez très bien, le robot, lui, il n'a pas d'affect. Bon. Donc ça veut dire qu'on est quand même dans une relation qui est de l'ordre du transfert. Okay. Et ça, c'est quelque chose qui a été aussi, vous le savez très bien, étudié par des psychologues qu'on a appelé l'effet ELISA, qui partait d'une expérience à travers laquelle un robot produisait des réponses relativement standardisées, et on voyait effectivement dans les interactions humaines se construire une relation de transfert affectif, d'investissement affectif, qui était détachée de la qualité des réponses produites par le robot. Okay. Donc là, on est quand même dans un rapport qui est potentiellement problématique en termes de représentation de ce que c'est que l'humain, finalement. Encore une fois, je vais repartir sur une production culturelle. Rappelez-vous le premier Blade Runner, ce que dit Tyrell, le personnage qui a construit les réplicants. Il dit « Mes réplicants sont plus humains que l'humain ». Et la question, c'est, est-ce qu'être plus humain que l'humain, c'est être encore humain ? Est-ce qu'on est humain à ce point-là quand sa propre finalité consiste à produire chez l'autre qui lui est humain, un transfert affectif qui est finalement délié de toute réalité d'une relation sur laquelle on peut mettre le doigt et dire qu'effectivement, là, il y a une interaction. Il ne s'agit pas d'une interaction, il s'agit d'un transfert. Donc, c'est la raison pour laquelle, culturellement, et encore une fois, moi, je parle uniquement de ce point de vue culturel, culturellement, l'entrée dans le XXIe siècle a très largement coïncidé avec une sorte de formalisation d'une condition postmoderne liée à ce rapport à la machine, dans laquelle ce rapport à la machine est le synonyme d'une fragmentation, c'est-à-dire d'une sorte de leurre d'accomplissement de l'individu par lui-même et pour lui-même. Ce qui, encore une fois, nous renvoie à un certain nombre de films, encore une fois Her, où le sujet se voit d'une certaine manière devenir celui qu'il rêvait être, mais finalement cet accomplissement du désir le laisse complètement froid et le laisse complètement finalement seul. Donc cette fragmentation, cet isolement du sujet, c'est celui qui clairement n'est pas provoqué par la machine, mais encore une fois est provoqué par une interaction avec la machine qui est déterminée culturellement et qui est la suite d'une évolution, encore une fois, historique. Thierry Château, tentez de nous rassurer quand même en parlant quelque peu d'éthique. Vous êtes professeur en robotique et en intelligence artificielle. À quel point ces questions-là de responsabilité sont prises en compte par les ingénieurs et par les créateurs finalement, par les Prométhées modernes? C'est un point vraiment fondamental et très important. On pourrait penser que les ingénieurs sont derrière leur machine et veulent juste améliorer un peu les intelligences artificielles sans se poser ces questions-là. Mais il y a de nombreux groupes qui se sont mis en place d'un point de vue national et international, notamment aussi portés par les GAFA, pour réfléchir à ces notions d'éthique. Au niveau où on en est aujourd'hui de l'intelligence artificielle, un des points importants et l'éthique qu'on peut avoir dans ce qu'on entraîne à la machine. On est encore dans de l'entraînement à la machine et on est encore dans de l'entraînement dit supervisé. C'est-à-dire que la supervision nécessite qu'à un moment donné, on va avoir des données qui ont été annotées. Ces données sont censées être représentatives de la tâche que l'on veut faire accomplir. L'éthique là-dedans est importante, est liée à la notion de biais. Si vous avez un biais dans vos données, ça va engendrer un biais dans votre modèle, et le biais dans votre modèle peut conduire à des situations un peu compliquées. Je vous donne l'exemple de choses qui ont été détectées il y a 2 ans maintenant, sur certaines bases de données. On s'est rendu compte que dans des bases de données de détection de visage ou de détection de piétons, il n'y avait pas la même proportion de personnes suivant leur origine ethnique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que le modèle qui a été entraîné derrière a vu moins de personnes d'une origine ethnique que d'autres, donc est potentiellement moins performant pour détecter des personnes sur une origine ethnique ou l'autre.
Maintenant, ces systèmes-là, ils sont dans vos voitures et c'est eux qui vont piloter les freinages d'urgence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, vous allez avoir plus de possibilités d'avoir un accident et peut-être de tuer une personne d'une certaine origine ethnique qu'une autre. Donc ça, c'est quand même très important. Et donc, ces notions d'éthique, elles sont très importantes. Et la responsabilité, on est dans la responsabilité des ingénieurs, là. Bien sûr. Parce que finalement, c'est les ingénieurs qui entraînent les machines. Vous savez bien, Thierry Château, qu'effectivement, ce genre de phénomène est pris complètement à l'envers quand il s'agit de construire une armée de robots tueurs. Et que, justement, tout le problème est là. On peut entraîner de manière très facile maintenant et équiper de manière aussi très facile des robots tueurs et avec une capacité létale très élevée à, justement, aller chercher des origines ethniques plutôt que d'autres, des comportements plutôt que d'autres. C'est tout à fait vrai. Il y a 2 points qu'il faut voir. Le premier point, on l'a également évoqué tout à l'heure avec le financement massif de l'intelligence artificielle par l'armée, que ce soit aux États-Unis, mais pas uniquement, en Israël, dans d'autres pays aussi. La finalité, c'est une finalité qui est liée à de l'armement. Malgré tout, les chercheurs, dans leur grande majorité, acceptent ce financement-là, vont développer des modèles génériques, la plupart du temps. Ces modèles génériques, derrière, peuvent être entraînés pour faire différentes tâches. Et dans ces tâches-là, bien entendu, l'éthique intervient et certaines tâches peuvent tout à fait être liées à des choses où on peut se poser de fortes questions quant à l'éthique. Il y a des intelligences artificielles qui vont se contenter d'assister, de détecter des choses avec une décision qui va être prise, décision de mise en marche d'une arme avec un fonctionnement létal, par exemple, qui va rester humaine. Mais aujourd'hui, on se pose vraiment la question de savoir si cette décision peut être aussi prise par l'intelligence artificielle. Ça, c'est une vraie question. Je pense que les États-Unis ont franchi le pas déjà, entre autres, sans doute pas les seuls. En répondant oui. Voilà. Et ces choses-là sont liées à l'application qu'on fait de l'intelligence artificielle. Si je reprends juste l'exemple, prenez l'exemple de la mécanique. La mécanique est utilisée pour aider les agriculteurs. La mécanique est utilisée dans l'armée aussi. C'est vrai pour toutes les technologies. Ça dépend de ce qu'on en fait. Une des questions que pose le robot de Raphaël Guisset dans sa pièce Robot, au pluriel, c'est un robot peut-il être jugé au tribunal? Tiens, qu'est-ce qu'on répond à ça, Pascal Huguet? Du coup, on va avoir tendance à pouvoir répondre oui dans les prochaines années. Oui, ce serait un bien mauvais procès, puisque la technologie, elle n'est jamais responsable de rien en tant que telle. C'est pas la technologie le sujet. Il peut y avoir de très bons et de très mauvais usages de la technologie. Derrière les usages, il y a évidemment l'humain. Et donc des décisions qui peuvent être des décisions économiques, politiques, idéologiques, etc. Et c'est ça qu'il faut juger. Le problème, c'est que la confusion existe parfois dans l'opinion publique, les débats sur les innovations technologiques. Cette confusion est très présente, mais en réalité, encore une fois, il ne faut pas confondre la technologie et les usages de cette technologie. Et ça, c'est vraiment une distinction extrêmement importante. Par exemple, pour la question de ce qu'on appelle le numérique éducatif aujourd'hui, voilà, la technologie, elle peut faire plein de choses, mais on peut en avoir de bons et de mauvais usages. Bon. Et donc ça, c'est un point assez fondamental pour répondre à la question posée. Merci beaucoup. Raphaël Guisset, peut-être une autre question intéressante parmi celles que vous posez dans votre pièce robot, et on conclura là-dessus en essayant d'y répondre. Est-ce que dans notre société, on n'est pas déjà tous des robots? Voilà. Alors, Thierry Château? Oui, vous qui construisez des robots, est-ce que vous avez un regard comme ça sur l'humain qui permettrait de répondre à cette question? C'est une question vraiment très intéressante. On peut se demander si à partir du moment où l'Homo sapiens a commencé à utiliser des outils, quelque part, on n'a pas commencé à faire de la robotisation, c'est-à-dire de s'aider dans certaines tâches, automatiser certaines tâches. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que y a certaines craintes qui se dégagent sur cette révolution un peu de l'intelligence artificielle. Ça va nous enlever du travail, des choses comme ça. Finalement, on parle de travail, mais il faut surtout parler de tâches et d'usage, tout à fait. On va automatiser certaines tâches, ça veut dire qu'on va libérer du temps pour d'autres tâches.
Et pour revenir un peu sur la question, au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité, on a voulu automatiser, en prenant le mot automatiser au sens large, je pense, mais automatiser des tâches. On y va de plus en plus. C'est le rapport qu'on a derrière avec cette automatisation, le degré d'automatisation qui change. Mais ça fait partie de l'homme, je pense, de chercher à automatiser des choses. Christophe Gély, sur cette question, sommes-nous tous des robots déjà? Alors, j'ai envie de vous répondre par une boutade. Vous connaissez cette blague. Hein. On vit dans un monde où les ordinateurs nous demandent de confirmer que nous ne sommes pas des robots. Donc ça pose quand même problème sur l'évolution de l'humain. Non, mais plus sérieusement, encore une fois, d'un point de vue qui est, encore une fois, sans doute aussi limité, hein, qui est, à mon point de vue, un petit peu lié aux représentations culturelles, je crois que ce qui détermine réellement la nature non robotique de l'humain, c'est précisément cette dimension imaginaire, cette dimension qui permet à l'humain de produire une fiction qui met en cause, qui problématise son rapport au réel. Et en d'autres termes, une autre manière de dire ça, c'est simplement le rapport réflexif de l'homme sur lui-même et sur sa propre évolution qui fait que précisément nous ne sommes pas des robots. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Pascal Huguet, la question effectivement de la conscience, elle est crucialement attaché à cette notion du réflexif, puisque avoir conscience, c'est avoir conscience qu'on a conscience. Et précisément, c'est ce qui fait que nous ne sommes pas des robots. Je crois que nous sommes encore loin d'être complètement robotisés. Et que les robots ne sont pas encore des humains, qui sont peut-être encore un peu nos esclaves, Pascal Huguet? Oui, pour l'instant, assez clairement. Mais je comprends qu'on puisse, avec une projection très lointaine, s'imaginer un renversement. Puis tout le monde a entendu ce que l'intelligence artificielle est capable de faire au jeu de Go, au jeu d'échecs, etc. Bon, on peut dire beaucoup de choses autour de ça, mais c'est vrai que là, on a un vrai sujet. On peut avoir une inquiétude, et c'est normal d'avoir une inquiétude, et c'est d'ailleurs une compétence très importante de l'humain, d'avoir des inquiétudes et de douter. Et puis, je dirais que il y a toujours une part robotique en nous. Hein. Je veux dire que tous les comportements qu'on a automatisés, c'est un peu le robot en nous. Quand vous parlez au téléphone tout en conduisant, ce qu'il ne faut pas faire, vous avez une partie robotique, c'est-à-dire d'automatisme dur qui s'adapte. Vous êtes capable de... Voilà, c'est rouge, on s'arrête. On n'est pas en train de se dire, il faut que je m'arrête. Hein, on s'arrête, etc. Et toute cette automatisation, elle correspond à des processus qui, au niveau cérébral, sont extrêmement rapides. Hein. On est dans des décharges neuronales massives. Tout ça est très, très réglé. Et c'est un peu la partie robotique. Et puis, et je rebondis sur ce qui vient d'être dit, on a les tâches du contrôle, la prise de contrôle, la conscience, etc. On ne fait pas que répondre aux signaux de l'environnement. On répond à une représentation qu'on a de cet environnement avec des prises de décision. Et évidemment, cet étage-là fait que l'on est humain. Et puis, j'ajoute un point qui pour moi est très, très important. On est dans un univers beaucoup trop masculin. Avec la robotique et le numérique, on manque de femmes scientifiques dans le domaine. C'est très important pour toutes les questions, c'est-à-dire de la recherche fondamentale aux usages. Il faut, ça a été souligné notamment par le rapport Villani, mais il est très fondamental et très important qu'on ne laisse pas se développer une technologie qui serait totalement androcentrée. Voilà, il ne faut pas... ignorer l'autre partie de l'humanité, comme on dit. Bon, assez rapidement, on pourrait d'ailleurs discuter de cette expression, mais c'est très important. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Pascal Huguet, directeur de recherche au CNRS et directeur du LabSco à l'Université Clermont-Auvergne. Merci également à vous, Thierry Château, professeur en robotique et en intelligence artificielle. Christophe Gély, professeur de littérature à l'Université Clermont-Auvergne, également spécialiste de littérature britannique des 19e et 20e siècles. Et puis Raphaël Gouisset au téléphone avec nous, comédien et metteur en scène, membre du collectif Les Particules, qu'on peut retrouver sur lesparticuletoutattaché.org. Tout à fait, exactement. Merci à vous quatre. Merci. Merci. Le robot est-il toujours notre esclave ? Une émission du festival Les Nuées Ardentes. Préparation, Fanny Sorbader. Prise de son, Francisque Brémond. Extrait du film Heure de Spike Jonze et du spectacle Robot de Raphaël Gouisset et Aurélien Serre.